Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 45e épisode de Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique. Alors c'est bientôt le début de la saison et donc avec mon acolyte Adjoc 120 Romain, nous allons vous présenter cette belle saison à venir. Comment ça va Romain ? Salut Will, bah là dans les starting blocks, hein, on est au taquet, on attend qu'une chose, c'est que la saison commence. Et ben du coup on va pouvoir vous montrer les forces en présence. Alors pour ceux qui ont raté l'été, on va même vous expliquer un peu les changements dans les calendriers, les hommes en forme, qui va se prendre des gadins, qui va battre le record du monde. On va vous présenter tout ça et comme ça vous serez armés pour la saison qui débute à Ruka. Voilà, saison de saut spécial masculin et de combiné nordique masculin. Pour retrouver les combinés et sauteuses, on attendra Lillehammer, donc ça fera l'objet d'un deuxième épisode pour deux présentations. Comme ça, on sépare les forces. Voilà, donc on va commencer par le calendrier, voir ce qui a un peu changé. Et donc, pour la première épreuve, on ne sera pas sur du plastique, puisqu'on retrouve la neige et on retrouve le vent à Ruka. Oui, un début de saison à l'ancienne classique. On n'est pas en Europe centrale. On est fin novembre à Ruka. Il va faire nuit. Comme tu dis, peut-être qu'il y aura du vent. En tout cas, ça serait bien qu'on ait les mêmes conditions que l'année dernière. Si tu te souviens, c'était la folie. C'était calme avec du vent de face. C'était génial. Et on reste en Scandinavie le week-end suivant à Lillehammer où justement donc on retrouvera les sauteuses avant un retour en Europe centrale, d'abord par Klingenthal, donc qui remplace, on va dire numériquement, Titisee Neustadt l'année dernière, malheureusement, à titre personnel, et Mm. le grand classique Engelberg qui viendra clore la première période. Voilà, Engelberg, où tu vas essayer d'aller représenter Tsi et te faire plaisir en bas du tremplin pour une épreuve qui est toujours intéressante, la dernière avant la tournée classique cet hiver. Oui, clairement, là on a sur un enchaînement. Oberstdorf, ça sera le 29, donc ça veut dire qu'il y aura une journée de pause avant d'aller à Garmisch. Et puis, donc, bon, Garmisch, on n'est pas obligé de préciser que c'est le premier de l'an. Ensuite, Innsbruck directement dans la foulée, là, le 2 et le 3, et Bischofshofen après une petite pause. Ça sera un samedi Bischofshofen, donc c'est presque aussi un calendrier normal. Voilà, et c'est après la tournée qu'on a la première nouveauté avec l'introduction de la tournée polonaise. Oui, trois étapes avec chaque fois deux épreuves. La première à Wisła, la deuxième à Stirik. Donc ça sera un tremplin normal, HS 104 je crois de tête, et le classique Zakopane qui viendra clôturer cette tournée polonaise. Donc ça va être intense. On va avoir les oreilles qui bourdonnent de vous là pendant une semaine. Exactement, et puis après l'ambiance de Zakopane, on passe à l'ambiance de Villingen pour un classique en Allemagne, et on repart en Amérique après le succès de Lake Placid. On fait une deuxième apparition sur le continent américain. Voilà la quatrième étape de la tournée polonaise, si on se souvient de l'année dernière. Et ouais, c'est vraiment cool de retourner à Lake Placid. Et cette année, en plus, la FIS a fait un effort de cohérence parce que c'est un enchaînement Lake Placid-Sapporo, c'est-à-dire que les athlètes, là, ils vont partir pour 2 semaines complètes. D'abord l'étape états-unienne et puis l'étape japonaise. On se souvient que l'année dernière, il y avait eu 2 allers-retours qui avaient été faits au Japon et aux États-Unis, que ça avait fait un petit peu causer. Donc là, ça va être finalement, c'est une Coupe du Monde. Bah, les deux épreuves, les deux week-ends hors d'Europe vont s'enchaîner et ça va être intéressant. Comme d'habitude à Sapporo, je pense qu'il y a 3 épreuves. Ah non, que deux C'est épreuves. ça, deux épreuves. Ouais.
D'accord, j'aurais pas pensé. Deux Et à épreuves à 5 euros. Lake Placid, il y a 3 épreuves, donc le même format que l'année dernière avec un super team et puis deux épreuves individuelles. C'est ça. Et après, on passe à Oberstdorf pour première épreuve sur les tremplins de vol à ski avec un HS 235 avec 2 épreuves et un super team. Ça sera la deuxième week-end de vol à ski de la saison parce on l'a pas mentionné, mais entre la tournée polonaise et Willingen, on a les championnats du monde de vol à ski de Kulm, donc qui sont pas Exact. comptabilisés au classement de la Coupe du Monde, mais qui vont être même le seul grand championnat de cette saison. Voilà. Et après Oberstdorf, on part là où un tremplin qui t'est cher. On va à l'Arty. Et il faut bien y aller, hein. C'est un peu un classique. Voilà, le classique de début mars. Et ensuite, on démarre le Roer. Roer avec un format un peu différent des années précédentes, puisque à chaque épreuve, on aura un cut qui sera fait avec élimination de certains concurrents. Oui, voilà, un peu finalement sur le principe de ce qui avait été fait chez les femmes l'année dernière pour Vikersund. Pour aller à l'étape suivante, il faudra être dans le top 50, je crois, après Oslo, et dans le top 30 pour aller à Vikersund. Mais ça, on aura l'occasion de le Ouais, repréciser. ouais, alors c'est le top 40 normalement pour aller à Vikersund. Puis le top 30, enfin en fait la 40 en qualif, je crois, le 30 première manche et 20 pour dernière épreuve. Voilà, Normalement, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, j'ai écouté Sandro avec attention. et on note aussi le retour au classement de Trondheim, ça sera les épreuves pré-championnat du monde, premières épreuves sur les nouveaux tremplins du Grenossen. On a hâte Exactement, tremplin rénové avec des magnifiques images de l'inauguration de ce tremplin l'an dernier. Je crois que c'était Johan André Forfang non, qui avait sauté Oui, notamment c'est sur ce lui qui avait eu tremplin. l'honneur, ouais, d'inaugurer. Et d'ailleurs, il y aura aussi une épreuve sur petit tremplin et une sur grand tremplin. Et si on récapitule à Lillehammer, il y aura aussi du petit tremplin. Donc ça fait une saison où on aura plus de petits tremplins qu'à l'accoutumée, bien qu'on n'ait pas Rasnov. Donc ça va être assez intéressant. Voilà, et on terminera à Planitza, et donc l'ensemble des tremplins de vol à ski seront visités avec Oberstdorf, Kulm, Vikersund et Planitza. Donc on va pouvoir vraiment, aussi bien sur petit tremplin, voir les sauteurs qui ont plutôt une poussée dynamique que les voleurs sur grand tremplin. Donc ça annonce vraiment d'une saison, je dirais, assez complète, encore très dense par rapport à l'an dernier qui était déjà dans cette veine. Donc on risque de bien s'amuser. Voilà, donc un programme aussi quand même plus classique que l'année dernière. On démarre à une date plus normale. On finit aussi le week-end du 23-24 mars et pas en avril pour Planitza. Donc retour au basique. Mais c'est vrai que 4 week-ends de vol à ski, j'avais pas tilté. Ils vont avoir mal aux genoux, hein, les sauteurs. C'est ça. Donc on verra si l'année dernière il n'y avait pas eu beaucoup comment on dit, d'impasse, une saison très longue. On verra cette année, normalement non, mais bon. Au niveau des règles, on va dire que le changement majeur reste la mesure 3D sur les combinaisons. Oui, les sauteurs se sont fait scanner cet été euh, pour avoir leurs mesures de corps et notamment chez les hommes, il y avait des grands débats sur l'entrejambe plus réalistes. Alors les débats sont pas encore totalement clôturés. On voit passer des articles à droite à gauche où il y aurait eu des tentatives pour baisser un petit peu l'entrejambe, évidemment, parce que ça permet d'avoir des combinaisons plus grandes. Donc tous les sauteurs vont être remesurés à Ruka sur ce week-end inaugural. Donc il y aura peut-être certaines combis qui vont être reprisées en urgence. En tout cas, le but de cette règle, c'est clairement plus d'équité et d'éviter les débats qu'on a dû avoir l'année dernière, notamment au moment de la tournée, avec des pauvres Japonais dans leur combi étriqué et des Polonais en mode écureuil volant. Voilà. Et puis, autre information de règlement, on a beaucoup travaillé sur la sécurité, notamment au niveau des attaches des skis, et aussi pour pouvoir éviter que les skis dévalent dans la pente et coupent la tête d'un sauteur qui aurait chuté. Donc la FIS continue
a travaillé pour le bien-être des sauteurs et elle a aussi validé l'utilisation à long terme des tremplins plastiques, donc plutôt hybrides comme Visla, ainsi que les tremplins qui amènent de la neige non naturelle. Donc ça, c'est pour la pérennisation du sport. On peut aussi se poser des questions sur l'écologie, mais il faut que le saut à ski puisse continuer à vivre même dans un climat de réchauffement climatique. C'est clair que c'est important de prendre en considération la nouvelle donne climatique qui va pas aller en s'améliorant. Bon, si on veut positiver, on va se dire que le saut à ski, c'est le sport d'hiver qui a le plus de chances de se perpétuer, vu que l'emprise enneigée par rapport à une descente, par exemple, est beaucoup plus faible. Donc, on continuera à avoir du saut à ski, mais peut-être parfois pas sur neige en début ou en fin de saison. Il faut qu'on s'y habitue, t'as raison. Voilà, donc le calendrier, on a fait les règles et on va, si tu le veux bien, rentrer dans le vif du sujet avec les favoris. On vous propose un format où on va descendre nation par nation et échanger ensemble sur potentiellement le meilleur de la nation, celui qui est la star montante et puis peut-être l'athlète qui pourrait faire partie des déceptions de cette année. Je te propose de commencer par les Allemands. Alors, Quel est le... Non, tu veux pas commencer si, par si, les non, mais Allemands? en propos introductif, parce que ça va infuser tout ce qu'on va dire dans les changements de l'intersaison, c'est cette question du quota en moins pour toutes les grandes nations. Donc là, où les gros pays pouvaient être 6 précédemment, ils peuvent plus être que 5. Donc, et ces gros pays peuvent toujours gagner un quota en Coupe continentale. Ça n'a pas changé, mais ça reste que au maximum, l'Allemagne, on va dire généralement, c'est l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège pouvaient être 7 et maintenant ils peuvent être 6 au maximum avec ce quota COC. Et donc, bah, il y a toujours maintenant un septième larron dont on pourra dire toute la saison, ah bah lui, l'année dernière, il aurait pu être présent. Et donc, ça va quand même avoir une influence sur les pays avec une forte densité. Exactement, et Sandro Pertillet l'expliquait en disant que, en gros, pour, comme aux Jeux Olympiques, le quota est plus bas, ça permet aux pays de s'adapter avant les Jeux Olympiques. Bon, je trouve l'explication un peu fumeuse. Puisque les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans et dans tous les sports, on le voit en athlétisme, en Jamaïque et en Amérique, on sait très bien qu'il y a un quota aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut le mettre en Coupe du Monde? Moi j'ai mon avis. Maintenant ça permet potentiellement, comme on l'a vu à Ruka, là, d'avoir une start list plus hétérogène avec beaucoup de nations. Voilà, c'est aussi ça qui est recherché dans le sport. Oui, c'est ça, c'est vraiment la volonté de la FIS de permettre à des plus petits pays de saut à ski de marquer des points, on va le dire comme ça, hein. On est pas au moins passé les qualifs, donc c'est sûr ça va réduire les start lists des qualifs. Déjà que c'était pas toujours passionnant, là ça va. Parfois on risque de se retrouver régulièrement avec des prologues à 48 ou à 50. On verra si ça donne une dynamique de voir des sauteurs plus haut dans les classements. Ça fait vraiment débat et bah, on va laisser. Maintenant la règle elle est comme ça, on va laisser la saison se faire et puis on aura l'occasion d'en tirer les conclusions plus tard. Voilà. Et puis comme t'as pas voulu démarrer avec les Allemands, on va démarrer avec les Norvégiens. Voilà, ils sont punis. Ils ont eu leur quota, il n'a pas été atteint. Et je voudrais démarrer par les Norvégiens parce qu'en fait, je vais tout de suite parler du meilleur et on va parler de celui qui détient le globe. Il est norvégien, il a gagné le globe, il a gagné la tournée, il a gagné l'Euro Air. C'est Halvor Egner Granerud qui, pour moi, encore une fois cette année, fait figure de favoris ou en tout cas fait partie des favoris. Oui, surtout que là on l'a vu à Klingenthal au final du Grand Prix d'été. Il n'y a pas de raison d'être inquiet pour lui, donc effectivement, il s'avance, il sera certainement dans ceux qui jouent devant. Pas de débat là-dessus. Voilà. Et une petite stat au sujet de Granerud, là, dans les 3 dernières années, il a participé à 82 concours, il en a gagné 25. Donc un concours sur 3 auquel il a participé, il l'a gagné. Et il a fait 41 podiums, donc 50% des concours auxquels il a participé, il a été sur le podium. Et Ouais, c'est 80% de sidérant. top 10. Donc le gars est au niveau. Qui as-tu mis dans ta star montante norvégienne, si tu en as trouvé une? Ah, je te laisse, les stars montantes norvégiennes, elles sont pour toi. Alors, merci. Moi, j'ai mis. Alors, c'était une star.
Il a été déchu, il revient et j'ai beaucoup d'espoir en Marius Lindvik. Il a pas mal sauté cet été, il était un peu sur le retour en fin d'année. J'espère qu'il aura trouvé un système de saut qui lui correspond. Donc moi j'ai mis Marius. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon pari. Et je vais me charger de l'inquiétude du Norvégien qui descend. On peut parler de la moustache volante Robert Johansson qui commence sa saison. Et bah, pas à Ruga, parce que justement, il n'est pas sélectionné. Il est en équipe B alors qu'il s'est battu tout l'été. On l'a vu sur tous les concours du Grand Prix d'été. Il a fait des bonnes performances, mais ça n'a pas été suffisant pour convaincre Alexander Stockel de le sélectionner. Donc, gros coup dur pour, euh, pour Johansson. On ne connaît pas tout. On sait qu'il avait pas mal de problèmes de santé de dos. Peut-être que ça a été jugé par le staff qu'il valait mieux miser sur des plus jeunes. Mais en tout cas, c'est un grand nom du saut à ski qu'on verra pas ce week-end. Voilà, et moi j'ai mis Daniel André 32. Je pense que il aura des difficultés cette année. À voir. Je pense que lui et Forfang, on est plutôt sur la baisse que la montée. Je te propose de prendre du coup celui qui a terminé deuxième de la Coupe du Monde. On va partir chez les Autrichiens si tu le veux bien. Et oui, alors je sais pas si on aura le meilleur, comment dire, le même meilleur, parce que je miserais bien sur Daniel Schofenig cette année. Bon, cette année, c'est plus du tout un pari. Autant l'année dernière, on avait fait un peu les malins en début de saison en disant qu'il allait percer. Bon, il a percé, donc là, ça serait pas une surprise de le voir tout en haut, mais il a une bonne tête de podium à la Coupe du Monde, je trouve. Ça, c'est mon petit pari de ce début de saison. Bah écoute, c'est vrai que de savoir qui de Tschöfning et de Kraft va terminer devant à la Coupe du Monde est assez compliqué à définir. Mais en effet, je pense que Tschöfning a ses capacités. Il faut pour lui confirmer, ça reste encore quelqu'un de très jeune. Et autant il a fait une très belle saison, de là à terminer sur le podium, c'est-à-dire encore plus de pression, je ne sais pas comment il va résister. On ne l'a pas vu encore vraiment, en tout cas de ce que je me souviens, gagner des épreuves comme ça les unes après les autres. Mais moi, je l'avais mis clairement dans ma star montante avec Kraft. Hein, ce sont vraiment les deux Autrichiens qui mènent l'équipe. Qui as-tu mis dans ton Autrichien qui serait en déclin? Bah, ils sont tellement forts, hein. Enfin, l'équipe d'Autriche, on récapitule. L'année dernière, Earl est 13e, Haybock 12e, Fettner 10e, Schofenig 9e. Il y avait Kraft 2e. Et puis, il n'y avait pas besoin d'aller très loin. Des Egner, des Leitner. Non, là, je vois pas de stars en déclin parce qu'en fait, ceux qui sont plus haut niveau en Autriche, ils se font tout de suite sortir de l'équipe. Non, j'ai plutôt, je pense qu'on va entre guillemets s'amuser tous les week-ends à savoir qui va être sélectionné entre guillemets pour le dernier quota parce que le niveau est tellement bon. Là, à Ruka, ils ont pris Clemens Egner en sixième sauteur, mais ça aurait pu être Leitner, ça aurait pu être un autre. Le sixième autrichien sera toujours dans les points, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si je devais en citer un, je dirais que ce sera Michel Ebock. Clairement, je pense qu'il terminera plutôt entre la 20e et la 30e place. Mais en effet, le quatuor de tête, là, Kraft, Schöfning, Fettner, Earl, est pour moi le meilleur quatuor des grosses nations et ils devraient tous les quatre terminer dans le top 15. Et L'année dernière, oui, vas-y. non, pardon, ouais. Non, pour redonner des points à Kraft face à Tschofenig, on peut penser que les 3 week-ends de Coupe du Monde de vol à ski seront à son avantage en fin de saison et que ça devrait peut-être le permettre de rester devant son jeune acolyte. Exactement. Troisième l'an dernier, donc je te propose de parler de la Slovénie. Un peu un troisième par défaut, Ance Lanisek, qui a profité de l'absence de David Kubaski. Qui as-tu mis comme le meilleur Slovène? Est-ce que Ance a remporté tes suffrages? Oui, oui, tout à fait, hein. Alors, déjà parce qu'il a été quand même pas mal, bah, déjà été très bon la saison dernière, il était pas mal à Klingenthal aussi, au final du Grand Prix d'été, et aussi parce que c'était un peu une course de lenteur, les Slovènes cet été, sur les Coupes du Monde enfin les Grands Prix d'été où ils ont participé, c'était pas fameux, donc je pense, enfin, voilà, il y a de fortes chances qu'Andrzej Lanišek reste le meilleur Slovène de la saison.
Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, ce sera le meilleur Slovène, mais clairement, il ne sera pas dans les 3, il ne sera pas dans les 5, il sera Ouh là là. limite pas dans les 10. Je le vois plutôt autour de la 7e, 8e place. Je peux me tromper, mais je pense que les Slovènes, il manque quelque chose. Et en effet, cet été, ça m'a pas du tout convaincu sur les capacités des Slovènes à réaliser une belle saison. Au niveau star montante, tu as un Slovène en particulier qui, du coup, ne t'a pas impressionné? Il y a un nom qui m'a fait tiquer, qui m'a fait relever tout l'été, c'était Marc Hafnar, parce qu'il était à peu près sur toutes les épreuves, mais sans impressionner exactement. Non, là, on voit pas trop de pépites jeunes Slovènes pousser. Surtout avec le quota en moins, on voit que déjà que Lovrocos sera pas à Rouka. Donc non, là tout de suite en Coupe du Monde, je pense pas à une pépite qui arriverait de nulle part pour l'instant. Bah écoute, moi j'aurais dit Lovrokos, mais en effet, il n'a pas été sélectionné. Du coup, j'ai mis Timizaï. Mais bon, juste parce qu'il est jeune S'il est mais, champion du monde, et qu'il est champion du monde. Par contre, en gadin, ça, on en a. On en a du Slovène. Et je dirais que Wendy ne serait pas contente de ce que je vais dire, mais Peter Pan, clairement, ce sera une très mauvaise année selon moi. Tu es d'accord avec moi? Tu as aussi Peter Preutz comme ton Slovène en baisse. bah, ça risque d'être lui, même si je crois qu'on n'a pas envie que ça soit le cas. Donc on verra. On, on verra qui sera le dernier des Préouts en Coupe du Monde après la retraite de Séné, avec Peter qui commence à être en déclin. On espère au moins que Domen va nous faire rêver sur les tremplins de vol. Voilà, Peter qui a quand même terminé 25e de la Coupe du Monde l'an dernier. Donc ça voudrait dire qu'il sera au-delà de la 30e place, selon selon nos pronostics. On va partir chez les Polonais, puisque David Kubaski a terminé 4e après avoir longtemps été à la bagarre avec Alvor Egner. Est-ce que pour toi, David Kubaski, c'est encore le Polonais à suivre cette année? Eh ben oui, je pense qu'il a la niaque. Je pense qu'il avait surtout l'année dernière un niveau de saut extraordinaire. Il avait trop une stabilité technique, donc c'est pas de la boule de cristal. Et en plus, quand il s'est présenté à Klingenthal au final du Grand Prix d'été, il a été bon. Donc je pense on va voir passer du Kubatski. C'est vrai que l'année dernière, il fait une saison incroyable. Si tu te souviens, à Engelberg, on se demandait même si le globe n'était pas déjà joué Ouais. après 4 week-ends. Donc ça serait sympa qu'il reprenne sa bagarre tout devant. Ouais. Oui, alors de là à obtenir un podium au classement de la Coupe du Monde finale, moi je dis non. Parce que on en a déjà cité quatre, Granerud lui-même, donc Kubaski, Tchefening, Kraft à la bagarre. On va sûrement citer un japonais. Ça risque de se jouer entre ces cinq-là et ça va franchement pas être évident. L'année dernière, il y avait deux et demi. Cette année, on pourra avoir 5 pour la bataille pour le globe, hein. Donc Kubaski, à voir. Faudra surtout pas qu'il se relâche parce que ça va être assez compliqué. Tu as une étoile montante. Est-ce que Alexander Détruire a été ton... Parce que Snitchol en norvégien veut dire... En polonais, ça veut dire détruire. Alors là, franchement, ouais, c'est ça. Alexandre Détruire, non, bah non, étoile montante qui aura 30 ans cette année. Non, là, ils avaient promu Kasper Juroszek en équipe A au printemps et ils l'ont carrément repassé en équipe B avant même le début de la saison. Donc côté jeunesse en Pologne, c'est difficile. Non, là, franchement, je mise pas sur une étoile montante polonaise. Alors il y a des très jeunes hein, qui vont monter petit à petit, les Joniak, enfin, tous ceux qu'on a vus, Tomasiak et tout. Moi, comme Polonais, alors, il est pas si jeune, mais il a que 24 ans. Du coup, je vais citer Pavel Vasek. Et oui, parce que 24 ans, ça va encore. Quand tu es dans une Oui, grosse nation, tu en as encore au moins pour 10 ans. Donc ce sera ma star montante, le petit Pavel. Parce qu'on l'a pas non surtout qu'il plus... on l'a pas vu... Enfin, il me rappelle pas des grands souvenirs, quoi. non, c'est clair. Bon, surtout qu'on a pu remarquer, on a vu passer sur Twitter que
Il était très connu en Pologne, qu'il avait été C'est vrai. identifié dans un jeu, je sais plus c'est quoi, Une famille en or. une famille en C'est ça. or. Il demandait à des gens le nom d'un sauteur polonais et c'est un nom qui est revenu très souvent. Donc, allez, on va miser nous aussi sur Pavel Vacek. Très bien. Et dans les déclins, tu mises sur qui? Si ça continue comme la saison dernière, malheureusement, c'est Kamil Stor qui Aïe, avait aïe, aïe. vraiment une saison compliquée. Alors, il est 14e du général l'année dernière, mais vraiment sur la pente descendante toute la saison. Et a priori, il n'a pas eu un été aussi très serein avec des petites blessures, des maladies et un peu moins d'entraînement que d'habitude. Donc, ça fait mal à le dire, mais Kamil Stor, c'est peut-être une saison compliquée. Euh, mais bon, c'est pas parce qu'on dit ça que ça sera le cas, hein. On espère même l'inverse. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, hein, parce que je vois pas Piotr Joua Je le vois pas jouer le top 5, mais il jouera le top 10. Camille, s'il fait top 15 déjà, c'est un miracle, hein. Non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur la Pologne. Euh, on va passer au pays du soleil levant, puisque celui qui a terminé cinquième l'an dernier avec 3 victoires, c'est Ryoyu Kobayashi. Est-ce que Ryoyu, avec son casque brandé Red Bull, est toujours le meneur de l'équipe japonaise selon toi? Ah bah oui, hein. Franchement, surtout si on prend la saison dernière à partir de Sapporo, il est même largement podium de la Coupe du Monde. Il a l'air, enfin, dans ce qu'on a pu lire, d'avoir fait un été studieux. Il a changé d'entraîneur de club. Alors on sait qu'en Japon, les clubs ont une grande importance et il est retourné avec un entraîneur historique. Je me souviens malheureusement plus le nom, mais en tout cas un entraîneur qui lui convient bien. Donc j'espère qu'on ne pas me tromper. Donc bah ça serait bien de voir Ryoyu dans la bataille pour les podiums tous les week-ends. Et c'est vrai que là la marque au taureau, la marque qui donne des ailes, si on avait Linger, Chofeni, Kobayashi sur les podiums, ils vont se frotter les mains. Ils vont se gaver, quoi. Oui, parce que c'est pas Pinturo qui leur amènera des podiums. Désolé. Alors, oui, en effet, hein, Kobayashi, je pense que c'est typiquement le type de sauteur qui, quand il est en difficulté, se remet à travailler. Une hygiène de vie impeccable. C'est vrai que l'année dernière, il avait moins bien démarré, mais une fois qu'il était repassé par chez lui, puis il y avait ces histoires de combinaison. Donc, je pense que là, à armes égales, il peut être difficilement battable. Ça va être très très intéressant. En tout cas, comme tu l'as dit, hein, de ce qu'on a lu sur les réseaux, même on a eu là des images à Rovaniemi où il est sur des plateformes très très basses. Donc je pense que Kobayashi en effet va faire une très bonne saison. D'ailleurs, je vais tout de suite enchaîner par le Gadin et je vais citer son frère, puisque Yunshiro, c'est heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Japonais qui poussent à la porte, hein, parce que Yunshiro, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais il est toujours sélectionné, alors que par exemple Yuki Asato, qui a quand même gagné des épreuves il y a peu de temps, qui faisait des podiums, et carrément là, il a disparu de la circulation l'hiver dernier. Il est même pas sélectionné sur ce début de saison. Je regarde, est-ce qu'il va Kenshiro? Non, il sera même pas à la Coupe continentale de Lillehammer, donc ça veut dire que là, Yuki Asato alerte enlèvement, quoi. Il y a peut-être autre chose, par contre. Mm, ouais. Mais Euh, une étoile montante, Pardon. difficile, mais le plus jeune des bons japonais, c'est Ren Nikaido. Là, il est de 2001, donc il va Ouais. sur ses 23 ans. Après, il a fait un très bon été, c'est le troisième du Grand Prix d'été, mais il était quand même loin des deux premiers et c'est difficile de l'imaginer jouer les top 10, mais ça sera peut-être le deuxième japonais du classement général. Ouais, et puis l'année dernière, il y avait beaucoup de pression sur ses épaules. Il n'a pas du tout été à la hauteur de là où on l'attendait, puisque ça aurait dû être le meilleur rookie, et finalement le meilleur rookie, ça a été Sundal. Oui, à voir pour Nikaido. Sans être une star montante, je pense que Naoki Nakamura peut faire une belle saison. C'est un sauteur qui n'a jamais été dans le top 30 de la Coupe du Monde, donc à voir pour Naoki. Et donc, avant d'aller sur le reste du monde, on va finir par l'Allemagne. Quand Quel même. est ton meilleur Allemand? Ah bah oui. Quel est ton meilleur Allemand
cette année, sachant qu'il y a beaucoup de chamboulements dans l'équipe allemande, hein. Oui, alors une valeur sûre, moi je miserais quand même sur Andreas Wellinger. Pareil, un deuxième moitié de saison très bonne l'année dernière. Il se présente deux fois sur les grands prix d'été. Il performe bien, il gagne à Inzenbar. Il était bien aussi au championnat d'Allemagne, même s'il y avait eu du vent, donc il fait que quatrième, mais sur son premier saut, il était énorme. Donc je mise à nouveau sur le casque au taureau ailé et je mise sur Andreas Wellinger comme meilleur Allemand de la saison. Ok, bah 3 taureaux ailés pour toi, hein. Mm. Ça fera pas mal de riz. Je te souhaite bon courage dans la suite de tes aventures. Moi aussi, je mise sur Andreas Wellinger parce que je trouve qu'il a fait une super saison l'an dernier. Il a été très bon au Grand Prix d'été, il n'y aura pas de souci. La star montante, j'ai mis le briseur de rêve parce qu'il n'est Mm. pas si jeune que ça, mais en fait, quand tu n'as jamais l'opportunité de vraiment faire une saison complète, j'ai énormément d'espoir dans Martin Hamann et non Hamann. T'en penses quoi, toi, de Martin? Ah bah là, c'est finalement, il n'y a pas beaucoup de sauteurs inédits qu'on a cités depuis tout à l'heure. Et effectivement, l'année dernière, si on parle du briseur de rêve, c'est parce qu'il allait encore en COC, voire même en FIS Cup. Et là, il a gagné les championnats d'Allemagne sur grand tremplin. Il a fait des très bonnes perfs au Grand Prix d'été. Clairement, là, il est sur une super dynamique. Donc, espérons pour lui qu'il puisse lancer vraiment correctement, qu'il n'ait pas un aléa à Ruka. S'il lance correctement sa saison, ça peut être la révélation de la saison. Et tu as raison de préciser qu'il n'est pas tout jeune, hein. Il est de 97, donc ça veut dire qu'il va sur ses 27 ans là, en cours d'année prochaine. Donc il a au moins 26 ans. C'est un nouveau nom, peut-être, qui va s'installer en Coupe du Monde. Exactement. Qui as-tu mis dans tes futures déceptions allemandes? Je Alors, j'ai pas d'éléments extrêmement tangibles, mais je voudrais bien voir ce que va donner Karl Geiger parce que l'année dernière, il jouait pas la victoire comme il avait pu jouer les saisons précédentes. Il a même joué le Globe l'année dernière. C'était sporadiquement des bonnes performances, mais sinon c'était assez moyen. Et s'il joue pas dans les top 10, Karl Geiger, c'est clairement une déception. Oui, je pense que en plus, ça n'a pas très bien sauté cet été. Donc clairement, il y a un gros point d'interrogation sur Karl. Je pense que l'autre déception, c'est Marcus Eisenbichler qui n'est même pas sélectionné. Alors que quand même, c'est quelqu'un qui fait top 15 de la Coupe du Monde l'an dernier. Et du coup, on se retrouve avec des Allemands comme Pius Paschke, Stefan Laie et donc Hamann, Eisenbichler et puis Konstantin Schmid qui n'y est pas non plus dans l'équipe. Donc là, on a vraiment les effets des quotas sur cette équipe d'Allemagne avec la non-sélection de sauteurs qui étaient plutôt cadres dans les années précédentes. Ouais. Et les vieux Laie, 31, 32 ans, et Paschke, 33, 34 ans, qui se sont battus tout l'été pour garder les jeunes à distance et ça a marché pour eux et félicitations à eux. Ils ont gagné leur quota, leur place en Coupe du Monde. Là, ils sont allés la gagner vraiment. Plus Paschke et Layeux, ils sont allés faire les coupes continentales aux États-Unis au mois de septembre pour Mm. aller gagner le quota. Donc là, il y avait vraiment du challenge et c'est vrai que les Allemands, ils auraient voulu faire rentrer plus de jeunesse dans l'équipe, mais les vieux sont toujours à très bon niveau. Exactement, je pense que la sélection a vraiment été faite au mérite. Et du coup, ça veut dire que, comme l'année dernière, on va avoir, entre guillemets, des montées et des descentes en fonction des résultats en Coupe continentale et en Coupe du Monde, ce qui permet d'avoir, en tout cas, de l'espoir pour ceux qui ne seront pas sur la start list à Ruka. Donc voilà pour les 6 grandes nations. Et normalement, on s'arrêterait là, en fait, puisque la Finlande n'est plus une grande nation. Mais il s'avère qu'il y a des, le reste du monde qui pousse à la porte et notamment 2 personnes qui ont enchanté les Grands Prix d'été. Et du coup, je te demande quel est ton meilleur sauteur du reste du monde. Alors, je vais miser pour cette saison sur Vladimir Zogravski, donc qui a remporté le Grand Prix d'été et aussi parce que son style de vol vraiment me plaisait beaucoup, bien entre ses skis, assez agressif, beaucoup d'accélération en vol. Donc voilà, il a très très bien performé cet été et j'ai vraiment hâte de le voir maintenant là sur la neige se battre.
Alors, on en a discuté aussi un peu en off. Ça paraît difficile de voir jouer clairement le gros globe ou le podium de la Coupe du Monde, mais le voir jouer les top 10 sur les épreuves individuelles, s'il a le niveau de cet été, ça serait pas une surprise. Oui, je pense que clairement, Vladimir Zogravski va tenter un top 15 au classement de la Coupe du Monde avec, on l'espère, des places dans le top 10, voire un podium, comme tu le dis. Moi, j'ai mis Gregor Deschwanden, qui était l'autre animateur de cet été, parce qu'il a plus de bouteilles que Zogravski. Il a une équipe autour de lui qui est peut-être un peu plus forte. Donc, à voir Gregor, mais clairement, les deux, ils l'ont montré pendant cet été, se tiennent la bourre. Qui tu as mis dans ton reste du monde comme un sauteur qui aurait des difficultés cette année? Hormis Nico Kitosao. Hein. Ouais, non, là, j'ai envie de dire lequel, non, non, j'ai plutôt envie d'insister sur les noms qu'on a envie de revoir. Les Italiens qui ont vraiment été pas mal l'année dernière, là, notamment Bressadola en début de saison, Insam dès qu'il s'agit de voler. Bon, les Finlandais qui étaient quand même régulièrement dans les points, les Estoniens, même comment dire, les Turcs là, Fatih, Arda et Pioglou notamment. Allez, je vais pas noter une déception parce que là il y a trop de pays, trop de sauteurs. J'ai envie de miser dans le positif, espérant revoir Kylian Payer à son niveau où il jouait régulièrement les top 10, top 15, top 20. Et puis, vu que la Suisse est sur une bonne dynamique, j'ai envie de voir Remo Imhoff, voir ce qu'il va la donner. Il a fait un podium cet été, bon, dans une épreuve pas très relevée, d'accord, mais il a fait un podium au Grand Prix d'été. Donc, j'ai envie de voir, on va dire, toute l'équipe de Suisse cet hiver. Parfait. Et, comme tu le dis, le reste du monde avait obtenu une seule place dans le top 30 l'an dernier. Donc déjà, s'il y a deux, Deschwanden et Zogravski, ce sera déjà une progression. Moi, j'avais juste mis une petite note pour Simon Hamann. Je pense que c'est sa dernière saison. Alors, il va peut-être tirer encore, mais il pourra peut-être pas tirer jusqu'aux Jeux Olympiques, je pense. Donc voilà, à voir si Zimi tire sa référence. En tout cas, mais bon, il sera encore sélectionné parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence chez les Suisses pour le faire sortir, hormis ceux que tu as cités. Il en faut encore un derrière. Capitaine de route. Je crois que ouais, Peter, il est plus dedans, hein, je crois. Qui ça? Il n'y avait pas un qui s'appelait Peter, Rico Peter, non? Dominique Peter, mais je crois que Dominique Peter. Ah, ouais. Et donc, dans les nations qu'on n'a pas citées, alors que on parle en français, c'est cette année les Français qui vont retourner en Coupe du Monde. Ça a été annoncé par le staff, ça a été relayé. Donc ça sera pas Arouca, mais on va dire sur la première partie de saison, sur les épreuves où il y aura hommes et femmes au même endroit le même week-end. Donc en l'occurrence, il y a 2 week-ends jusqu'à Noël. Il y a Lillehammer et Engelberg. Le staff français a l'intention d'inscrire 2 Français hommes. Et puis, pour pouvoir être inscrit en Coupe du Monde, il y a des critères. Il fallait avoir marqué des points soit au Grand Prix d'été, soit en COC. Et ils sont deux sur pattes à avoir rempli ce critère. C'est Valentin Foubert là, qu'on a vu marquer des points cet été au Grand Prix d'été à Courchevel. Et Alessandro Badbi qui avait mis des points en Coupe continentale l'année dernière. Il y aurait pu avoir Enzo Milesi dans la bagarre pour la sélection, mais on rappelle malheureusement qu'il est blessé. Voilà, on a essayé d'être complet. Bien sûr, on évoquera plus en détail tous ces points lors de notre podcast hebdomadaire. En tout cas, on espère que vous êtes armés pour voir le début du saut à ski masculin. Ce sera vendredi. La qualification, donc Arouca, normalement, tu as checké la météo, ça devrait sauter, pas d'annulation en vue. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne saison et on se retrouve à très vite pour le débrief de la première étape de la Coupe du Monde masculine. Ciao, ciao. Ciao, merci.